Bienvenue. Donc on va parler e-commerce, mais quelque part ça va aussi recouper une autre thématique qui était celle de l'efficacité intralogistique. On va parler e-commerce parce que MotoBlues est un acteur du e-commerce. On va parler efficacité intralogistique parce qu'on va notamment parler d'automatisation et de l'automatisation que vous avez réalisée avec Boa Concept et sur la durée. Donc, sans trop livrer les clés de votre présentation, j'ai donné ces quelques petits mots-clés en essayant de voir que le e-commerce, on peut être une entreprise encore jeune, mais avec un souci quand même de, bien sûr, une croissance forte à gérer, mais un souci de sophistiquer la façon dont on travaille dans le temps, pour répondre à l'évolution du marché de sa demande et puis pour utiliser au mieux ces moyens, c'est les hommes qui travaillent dans sa logistique, les équipements. Donc, quelque part, je vous laisse peut-être la main pour vous présenter Boa Concept MotoBlues, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Bonjour à tous, merci Maxime, merci Patrice de l'invitation. Donc Christophe Dautel, je pilote la supply chez MotoBlues. Une première chose peut-être, c'est que vous excuserez ma voix un petit peu cassée, mais j'étais au stade hier soir pour supporter le LOSC en Ligue des Champions. Donc allez le LOSC, ça c'est fait. Donc MotoBlues est une entreprise du Nord. Absolument, une entreprise du Nord basée à Carvin. MotoBlues, c'est le leader de la distribution du produit pour motards, de l'équipement motard et produits moto sur le web, en France et on peut dire, si ce n'est pas encore le cas, en Europe. On est basé à Carvin, entrepôt de 6 000 m² sur mezzanine, 15 000 m² déployés. Avec une ligne mécanisée Boa Concept qui était déjà en place. C'était la deuxième version de la ligne Boa Concept qu'on a fait évoluer, qui a été livrée clé en main il n'y a pas moins de 2 semaines et qui est déjà passée de la phase de réglage à la phase de stabilisation. Je laisse Patrice se présenter. Je ne sais pas si c'est bon. Si, c'est bon. Bonjour à tous. Je ne suis pas dans le bon sens. Hop, je vais y arriver. Patrice Henrion, donc je suis le directeur général de Boa Concept. Merci de votre participation. On va essayer de rendre cette présentation la moins théorique possible. Donc si il y a un temps de questions-réponses qui est prévu en fin d'intervention. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Au contraire, ce sera moins chiant en fait, pour tout le monde. Donc l'idée est bien d'avoir une présentation la plus interactive possible. Boa Concept, certains d'entre vous nous connaissent, donc entreprise qui a 10 ans, entreprise stéphanoise. Alors nous, c'est plutôt les Verts, mais actuellement, on n'en parle pas beaucoup. Je vais passer le sujet sous silence. Entreprise stéphanoise qui est partie sur un concept initialement très simple, c'est de créer des solutions automatisées dont l'intelligence est entièrement décentralisée à travers des systèmes de transitique et des approches complètes d'intralogistique. Donc tout ce qui va se passer dans l'entrepôt, entre le camion qui arrive avec de la marchandise et le camion qui repart. Et la thématique qu'on pousse aujourd'hui sur l'évolution des structures, l'évolution de l'automatisation, en fait avec 10 ans de recul, ça nous paraissait un bon moment pour essayer de démontrer qu'avec des technos rendus accessibles aujourd'hui par les nouvelles technologies, avec des technos d'automatisation nouvelles, on arrive à accompagner nos clients dans le temps sans qu'ils aient forcément à se projeter sur des volumes avec une vision à 3, 4 ou 5 ans, parce que, soyons très objectifs, plus personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Et en dehors des épiphénomènes de pandémie ou je ne sais quoi, la projection des volumes à moyen terme et la justification d'investissement à moyen terme en surinvestissant, en connaissant les volumes à 4 ans, c'est plus d'actualité. Donc la thématique qu'on va dérouler avec Christophe, que je remercie de bien avoir voulu se prêter au jeu du témoignage, c'est vraiment une problématique de comment l'automatisation vient au service d'un entrepôt, vient au service d'une croissance des flux et comment on peut arriver à accompagner un acteur du e-commerce, un acteur de référence dans le monde de la moto, dans la croissance de ses flux et dans j'allais dire, une montée progressive en charge et une capacité croissante d'absorption des volumes. Donc c'est bien la thématique de la présentation de cet après-midi.
Eh bien, moi, je suis d'autant plus curieux que j'avais visité le site de Carvin il y a maintenant plus de 3 ans. Donc, c'est la première version de l'installation BOA que j'ai dû voir. Je ne savais pas qu'il y a 15 jours, elle était passée en live sur une nouvelle organisation. Et j'espère, moi aussi, en apprendre plein dans cette intervention. Alors, si je reprends un petit peu l'historique du projet, on a démarré en octobre l'année dernière avec Patrice. On les a sollicités pour nous proposer des solutions qui nous permettaient d'appréhender une croissance forte et rapide, voire même d'anticiper une croissance forte et rapide. Le but, c'était pas de se dire on est dans la réaction parce qu'on est déjà sous l'eau, bien que c'est arrivé sur le Black Friday de l'année dernière, mais c'était très ponctuel. Le but, c'était vraiment de se dire, sur les 6-7 ans qui viennent, on a écrit une croissance qui va être assez phénoménale. Et en fait, on ne veut pas subir. Donc, on veut anticiper la mise en place d'une solution mécanisée avec plusieurs critères. La première, c'était effectivement augmenter notre capacitif de traitement au quotidien. La deuxième, c'était réduire la pénibilité, parce qu'on avait quand même pas mal de postes à forte pénibilité, dont la formeuse de caisse américaine, dont la dépose de coiffe, dont le tri, la mise en bac, enfin du transfert du bac vers les caisses définitives pour nos clients. Et Patrice est venu, on a étudié un petit peu les différentes solutions existantes sur le marché. On s'est vite tourné vers une solution de mise en caisse et de dépose de coiffe avec réduction de hauteur. Alors je vais peut-être un peu vite dans la présentation. Avec un travail de fond qui était super important, qui était la création d'une base article qui permettait le précolisage par anticipation des caisses pour éviter la préparation en bac et donc de multiplier la manutention des produits. Donc gros travail des équipes pour construire cette base article. Gros travail des équipes de Boa Concept également pour travailler toute la partie algorithme qui permet de capter nos informations, de la traduire en capacitif de remplissage des contenants et donc d'optimiser l'efficience opérationnelle en minimisant la double manutention des produits. Que je comprenne bien, l'installation que vous aviez jusque-là, c'était une installation, moi je me souviens du système de mezzanine, d'une préparation à gare, c'était des bacs qui circulaient. Et là, ce que je comprends, c'est qu'un des enjeux, c'est d'avoir des caisses et des formats de caisses adaptés à la commande en question et l'automatisation. Je détaille un peu plus. Mais c'est vrai que vous n'avez pas parlé de ce qui existait. Alors, ce qui existait, déjà. Une ligne mécanisée avec un lancement semi-automatisé, enfin semi-manuel. Donc on avait des collaborateurs qui formaient des caisses américaines au quotidien pour monter jusqu'à 4000 ou 5000 commandes par jour, donc 4000 ou 5000 caisses par jour, avec un système de convoyage qui partait dans les étages. Donc ce système de convoyage est toujours présent dans la mezzanine pour couvrir les différents niveaux. On a juste finalisé une boucle complète au niveau 3 qui à l'époque n'était pas finalisée. Donc là on a un truc qui est nickel jusqu'au bout. Et en fait, à l'époque, on avait à peu près 40% de nos commandes au quotidien qui étaient préparées directement dans le contenant qui allait être expédié au client, et donc les 60% restants qui étaient préparés dans des bacs qui s'arrêtaient dans différents étages. Ces bacs redescendaient sur une zone de préparation ou de consolidation où les collaborateurs prenaient des cartons vides, mettaient les produits dedans, appairaient le carton, enfin je ne rentre pas dans le détail, et expédiaient le carton sur la ligne qui passait dans une solution de fermeture par adhésif. Aujourd'hui, on est passé sur une solution qui, au travers de l'algorithme et au travers de la base article, va lancer en automatique la production de caisses avec une solution B+. Les caisses vont vraiment être appelées sur la mécanisation en fonction des commandes qui tombent dans le WMS et qui sont traduites par l'algorithme. Les caisses vont partir directement dans les différentes gares de tri. Les collaborateurs n'ont qu'à déposer les produits dans les différentes caisses, repousser les caisses sur la mécanisation. Les caisses redescendent et partent directement en fermeture sans plus être manipulées du tout par qui que ce soit, pour arriver directement soit dans le camion, soit sur les gares de tri transporteurs pour être expédiées. Ce qui est intéressant, ce que Christophe nous présente, du coup, l'aboutissement de cette troisième phase, parce que je vais revenir un peu sur l'histoire, mais
le principe d'avoir un système full auto aujourd'hui de lancement, Maxime l'a dit, donc barquetteuse, réduction de hauteur, étiquetage, tri, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'aboutissement quelque part, et on reviendra sur les volumes un peu plus loin, qui vient d'être finalisé, et quand on le regarde avec le rétroviseur, une phase 3. Quand on a commencé à automatiser chez Motoblues, la première automatisation, et c'est tout l'intérêt des systèmes décentralisés, c'est qu'on peut les démarrer extrêmement petits. La première automatisation chez Motoblues, c'était, tu n'étais pas dans l'entreprise à l'époque, moi j'étais pas chez Bois, c'était 15 mètres de convoyeur, il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans. On a fait une deuxième phase derrière en réutilisant 100% du matériel où on est venu faire ce qui a été évoqué à l'instant, c'est-à-dire un premier niveau d'automatisation complet, mais plutôt avec un fonctionnement en bac, avec des ruptures de charge, etc. Et l'aboutissement, en fait, et c'est la raison d'être de la conférence de cet après-midi, c'est de se dire, au fil de la croissance de l'entreprise, l'outil productif, l'outil d'exploitation, l'outil interlogistique, on arrive aujourd'hui avec les technos qui sont les nôtres, on arrive à les adapter au fil du temps et on arrive à les adapter à des environnements clients qui changent, qui évoluent soit par le process qui est demandé, parce qu'un client peut être plutôt B2C, plutôt B2B et avoir un changement de business model. Et en l'occurrence, chez Motoblues, ce n'était pas un changement de business model, c'était plutôt un changement d'envergure et un changement de volume, mais qu'il fallait accompagner avec des solutions de plus en plus abouties, sans avoir à faire table rase sur ce qui avait été réalisé auparavant en termes d'automatisation. Donc c'est tout l'intérêt des solutions, la fameuse scalability vendue un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Boa Concept, c'était une preuve de concept ou un concept évoqué il y a 10 ans. Motoblues est un des acteurs aujourd'hui qui a vécu le plus l'expérience d'une solution évolutive au sens propre du terme. Et je pense que c'est important de revenir dessus. On revient juste derrière. Je suis désolé, ce truc, je ne sais pas comment il marche. Ça marche moins bien qu'un convoyeur. Les parcs machines, je ne sais pas si tu veux le reprendre, on les a déjà évoqués. Le sujet intéressant en termes d'automatisation et en termes de manière de traiter les sujets, c'est que l'expérience Motoblues démontre qu'au-delà du côté mécanique, au-delà du côté automatisation, au-delà du côté visible de ce qui sort de la partie émergée de l'iceberg, on a tout un sujet sur lequel Christophe est revenu sur comment l'entreprise se prépare en termes de data à pouvoir accepter un sujet d'automatisation plus abouti. Parce que faire du lancement auto, parce que faire de la fermeture, parce que faire du pré-cubing, du pré-colisage, certes, vous pouvez avoir les plus belles machines du monde, vous pouvez avoir la transitique la plus aboutie. Si sur un plan soft, vous n'êtes pas câblé pour travailler ces dimensions, ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, l'intérêt, c'est d'avoir une véritable synergie et une préoccupation, j'allais dire, en parallèle de ce qui est faisable sur le plan soft et de ce qui est faisable sur le plan automatisation complète. Et je crois que c'est un des exemples qui a été évoqué par Christophe. L'accompagnement autour des bas articles, autour du précolisage, autour du lancement automatique, c'est un élément important dans la réussite d'une automatisation en plusieurs phases, parce que plus l'automatisation est aboutie, plus le côté impact organisationnel et impact SI est important. Tu veux rajouter quelque chose sur le lancement ? Non, sur le lancement, non. Je pense que j'étais déjà parti dans la suite. On parlait des modes d'ordonnancement. L'idée, c'est vraiment de donner un maximum de flexibilité dans le pilotage de l'activité au quotidien. Cette flexibilité, en fait, elle nous permet aujourd'hui d'approcher des qualités de service qui sont très, très élevées et qui nous permettent, au final, de respecter la promesse client qui est faite sur le front. La plus grosse partie de nos volumes sont des expéditions en J+1 et J+2, le plus gros étant du J+1. Et en fait, avec ces solutions et avec l'augmentation de l'efficience opérationnelle et du capacitif et des modes d'ordonnancement qui ont été pensés pour encore améliorer l'expérience client, on est déjà en train de plancher sur un pilotage d'activité qui va permettre de faire de l'expédition J+1 avec un cut-off beaucoup plus tardif que celui qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un cut-off 15-30 sur le front. L'idée demain, c'est de faire un cut-off beaucoup plus tardif, aux alentours de 20 heures pour livrer à J+1 et de travailler également une livraison jour J avec un cut-off midi pour les clients qui sont dans un rayon de 200 km autour de Carvin. Donc au-delà de l'anticipation du capacitif, de travailler l'efficience et de tous les critères que j'ai cités tout à l'heure, l'anticipation de la facturation poids-volume par les transporteurs, l'approche RSE, la réduction de la pénibilité, on s'est vraiment doté de moyens qui nous permettent d'améliorer encore l'expérience client
et de faire en sorte que sur le marché, on ne trouve pas de solution plus rapide. Même Amazon se tournera vers nous, je plaisante. Mais en gros, on est vraiment dans cette notion de rapidité et de respect de la promesse client, qui est vraiment quelque chose qui nous motive au quotidien. En fait, dans ces tailles d'entreprise, dans ces tailles d'acteurs côté e-commerce, mais c'est également vrai dans des 3PL qui vont traiter des volumes spécifiques, on a besoin d'outils qui viennent s'adapter au business model et à l'organisation de la société, du client en question. Et j'allais dire, c'est un paradigme un peu nouveau. C'est-à-dire que historiquement, les systèmes d'automatisation étaient plutôt bordés. Et quelque part, c'est presque l'entreprise cliente qui venait se forcer à rentrer dans un système pour pouvoir en profiter. C'est pas notre conception de la manière d'automatiser les entrepôts. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une approche beaucoup plus orientée utilisateur et arriver à rendre nos clients le plus autonomes possible. Et on en parlera peut-être un peu en clôture derrière sur l'exploitation, parce que l'outil en lui-même présente un intérêt. Mais le côté anxiogène, quand vous automatisez un entrepôt, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont ces projets-là. Le côté anxiogène, c'est ce sentiment potentiellement de dépendance face à une technologie, face à un acteur, etc. Le sentiment de dépossession de la chaîne de valeur que représente la supply, j'ai envie de dire, dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Et l'intérêt des solutions, quand on arrive à les orienter utilisateurs, quand on arrive à les adosser à un fonctionnement d'entreprise, c'est vraiment de pouvoir... J'ai coutume de dire que les équipes vendent des heures de sommeil aux chefs de projet ou aux chefs d'entreprise, tout simplement parce qu'il faut arriver à sortir ce côté anxiogène dans les phases d'automatisation. C'est un frein majeur que rencontrent certaines PME dans les phases d'automatisation, qu'évidemment les très gros acteurs ne rencontrent pas. Mais dans ces premières approches, je crois que c'est des éléments sur lesquels il faut désensibiliser, dédramatiser l'accès à l'automatisation. Ce n'est plus réservé à des très grandes entreprises qui vont gérer 40 ou 50 000 colis jour. Mais aujourd'hui, on arrive à faire des solutions et des premiers niveaux d'automatisation assez rapidement. Je n'ai pas de projet d'automatisation, mais je suis preneur d'heures de sommeil. Hein. On l'est tous actuellement, je crois. Juste, on a parlé de croissance, on a parlé d'un nombre de commandes, du moins de l'enjeu de développer le capacitif, ou le capacitaire d'ailleurs, je ne sais pas, mais la capacité de traitement, dirons-nous. Mais vous pouvez nous donner une idée des volumes qui sont aujourd'hui traités au quotidien. Alors il y avait un indice, si vous disiez, de l'ordre de 4000 ou 4500 caisses à former, mais je pense que justement c'est bien parce que vous êtes au-delà. Oui, on est sur une moyenne annuelle. Alors en moyenne, on va traiter à peu près 3000-3200 commandes par jour pour nos clients. On peut monter à des 35-40 000 commandes sur le Black Friday, donc une concentration très très forte. Et pour l'avoir vécu ces dernières années, je crois que le record qu'on avait sur l'ancienne mécanisation avec des structures d'équipe adaptées, on a réussi à sortir 4870 caisses sur une journée, le lundi, donc le lundi du Cyber Monday, avec le cumul d'une activité partielle le dimanche. Aujourd'hui, on est sur une solution en mettant la bonne structure d'équipe en face, c'est-à-dire une structure d'équipe qui ne va pas être beaucoup plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. On va atteindre du 14 000 colis par jour, juste parce qu'on fait disparaître... Alors, je vais revenir sur un autre sujet que vous évoquiez tout à l'heure, mais on fait disparaître un grand nombre de postes à forte pénibilité, la dépose de calage, pardon, la formeuse de caisse, le transfert de bac en caisse. Tout à l'heure, vous me posiez une question et j'ai répondu que partiellement. Notre taux de ce qu'on appelle précolisé était aux alentours de 40% sur l'ancienne mécanisation, puisque on n'avait pas d'algorithme sur les commandes multi-produits. On avait simplement une solution qui était de dire on a des caisses qui sont taillées pour les casques, pour les blousons, pour les chaussures ou pour les petites pièces. Et donc toutes les commandes mono étaient traitées directement en carton, toutes les commandes multi-produits étaient traitées dans des bacs. Aujourd'hui, on vise un objectif d'atteindre 89% de nos commandes au quotidien qui sont traitées directement dans les bacs. Donc on a un grand nombre de postes de retraitement derrière qui vont disparaître. Dans les caisses, pardon. Absolument, vous suivez, c'est très bien. Et donc la question précédente, c'était le capacitif. Bah là, on est sur un capacitif. Voilà, l'idée c'était d'avoir un ordre de grandeur des volumes qui sont traités sur ce petit site au finish. Ouais, petit site.
Petit au regard de la croissance de Motoblues et des résultats de Motoblues, on est quand même sur 15 000 m² déployés. Tout à l'heure, vous avez parlé de 6 000, c'est pour ça. 6 000 m² au sol, 15 000 m² déployés avec une mezzanine. On est sur un site qui va stocker environ 300 000 articles dédiés à la moto par univers, avec du blouson, du casque, de la chaussure, des gros contenants. Voilà. Et pour aborder un point, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une présentation fonctionnelle de ce qui est fait en termes de métier, en termes de croissance de capacitif, il y a un point qui est important, c'est la capacité à réemployer le matériel sur site. C'est-à-dire que c'est l'ADN de la société. Donc, on a la preuve sur cette troisième phase d'automatisation chez Motoblues. On a réussi à réemployer 100% des modules qui étaient déjà présents sur les sites, sur les installations précédentes. L'installation que tu as visitée, Maxime, a été réutilisée dans son intégralité, reconfigurée, parce que c'est des modules, c'est des briques de train électrique, si vous voulez, des Lego qu'on va venir réassembler différemment. Donc on a réexploité 100% des modules, et on arrive à préserver statistiquement autour de 75% de l'investissement initial, ce qui est une vraie performance quand on phase des projets, parce qu'encore une fois, la modularité aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde doit aborder cette notion de modularité. La vérité des prix, la vérité est justement à quel prix on atteint cette notion de modularité. Et on arrive aujourd'hui sur 100 € investis à en réutiliser 75, les 25 perdus étant l'ingénierie initiale, la gestion de projet, les transports, etc. Et 75% de la valeur des installations est conservée quand on passe d'une phase 1 à une phase 2 à une phase 3. Et c'est important de souligner ce point-là. Il y a peut-être un point, Christophe, sur lequel tu peux nous éclairer. C'est faire des phases, c'est chouette. Grandir en volume, c'est intéressant. Par contre, le gros challenge qu'on nous impose en tant qu'intégrateur, en tant que concepteur de solutions dans ces cas-là, c'est pendant que vous serez chez moi, déjà vous allez rester combien de temps? Le moins possible, s'il vous plaît. Et quel va être mon degré de perturbation? Et ça, quelque part, quand je parlais d'heures de sommeil, le vrai sommeil il se joue ici. Parce que Christophe nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans une semaine de Black Friday, l'avant-veille du Black Friday pour le jour J. Et le vrai côté anxiogène, c'est que ce sont des entreprises qui ont appris à se connaître, mais le vrai côté anxiogène, ça veut dire que si vous avez suivi le timeline présenté par Christophe, c'est qu'on a commencé une phase 3 d'installation chez Motoblues moins de 2 mois avant les plus grosses journées, la plus grosse période en termes d'expédition. Donc c'est peut-être un point sur lequel tu peux nous éclairer ? Absolument. Donc je reprends. On est sur un projet qu'on a démarré, qu'on a initié en octobre l'année dernière. Je crois qu'on a fait pas loin de 17 itérations différentes pour trouver... Joker. Non, mais alors, je le dis avec énormément d'aspects positifs. Ces 17 itérations, c'était juste magique et super excitant. La découverte de la mécanisation, les spécificités de tous les plans qu'on avait mis en œuvre et la multitude d'exigences qu'on avait chez Motoblues par rapport à nos flux, par rapport à... On a vu tout à l'heure, on a un magasin sur lequel on ramène des produits directement. Enfin, et on pensait déjà à la version suivante. Ce sera ma conclusion. Mais, donc toute cette phase de plan et de mise en œuvre théorique de la solution, faite avec les équipes, et ça c'est super important, embarquer les équipes dans la réflexion. C'est aussi ça qui a amené un grand nombre d'itérations, c'est que les équipes vivent les contraintes au quotidien et nous remontent ces contraintes en disant je ne veux plus vivre telle ou telle contrainte ou j'ai telle problématique, comment on peut l'appréhender. Et on s'est vraiment donné les moyens de se dire on veut pas la solution idéale tout de suite, bien qu'on n'en est pas loin, mais on veut vraiment une solution qui intègre la majorité des contraintes et des besoins qu'on avait au départ. On a validé l'investissement en mars 2021 et on a acté le fait de déployer la ligne en septembre. Fin septembre, pour que la ligne soit opérationnelle. Donc fin septembre, on est un mois et demi avant le Black Friday. Donc effectivement, quand on parle d'approche anxiogène, je dirais pas que j'étais anxieux, mais je me pose quand même des questions sur ma capacité à appréhender le Black Friday. On travaille avec Patrice depuis un grand nombre d'années, donc j'étais plutôt confiant et je savais ce qu'ils étaient capables de produire. On allait visiter des solutions un peu similaires sur d'autres sites pour voir aussi comment ça fonctionne, pour échanger avec les acteurs, les prestataires de services ou les clients qui utilisent la solution. Et on a validé cette mise en œuvre. On a eu 3 semaines de chantier, 2 semaines de finalisation. En gros, le chantier il a été tenu sur 6 semaines, 3 semaines de grosse implantation physique et 3 semaines de livraison des dernières machines automatiques.
plus phase de réglage. Sur ces 6 semaines, on a arrêté l'activité Motoblues une journée, ce qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, le mardi, les équipes BOA sont arrivées, le matériel nous avait été livré à la fin de la semaine précédente. Le mardi, on a cessé l'activité, ils ont démonté la totalité de la mécanisation qui était au sol, donc sur on va dire les 6000 m² de dalle, sur la dalle. Le mardi après-midi, ils nous ont installé une ligne temporaire, donc on est repassé vraiment en mode très manuel pendant cette phase de transition. Le mercredi matin, on a démarré la ligne temporaire et on a tenu 3 semaines avec cette ligne temporaire. Pendant 3 semaines, ils ont installé toute la partie mécanisation sur la dalle. Au bout de la 3e semaine, on s'est fait livrer une première formeuse de caisse et une première dépose de coiffe qui couvrent 2 de nos 4 formats mécanisés. Du fait du décalage de livraison des machines, dans le contexte qu'on connaît avec les pénuries sur les semi-conducteurs et compagnie, ils ont déployé un algorithme quasiment du jour au lendemain qui nous a permis de gérer les nouveaux formats sur les machines qui avaient été livrées et les anciens formats pour qu'on continue à réintégrer nos anciens formats sur la nouvelle ligne déployée. Et le jour où on est passé en live, là où on avait quand même des plans de projection avec des demi-journées de coupure, au final, on est passé en live en moins de 3 heures. On a essuyé quelques plâtres de démarrage, mais on a quand même expédié dès le premier jour des commandes et on a retrouvé, au bout de 2 semaines de réglage, quasiment notre capacitif historique avec l'ancienne mécanisation. Et l'efficience, ça c'était la nouvelle fraîche du jour. À hier soir, on avait retrouvé notre efficience, c'est-à-dire notre productivité de l'ancienne ligne et l'ancien fonctionnement qu'on avait. Donc quand je dis on est passé en phase de réglage, oui, on est passé par des situations où il y a eu beaucoup de réglages, beaucoup de correctifs. Il a fallu engager les équipes IT chez nous pour procéder à pas mal de développement, les équipes IT chez BOA, les équipes techniques également. Mais au final, on se dit que 7 semaines après, on a une solution qui est fonctionnelle et qui maintenant nous permet, sur laquelle maintenant on va procéder à des phases de réglage, à des phases d'ajustement. Un gros travail sur la base arctique pour continuer d'augmenter le taux de colis précolisés. Mais en gros, si on m'avait dit qu'au bout de 6 semaines, on en serait à cette situation, je signe tout de suite, quoi. Et ça s'est vraiment super bien passé. Merci Christophe. Et vous avez remarqué que le physique de Monsieur d'Hôtel vous encourage à respecter les promesses que vous faites de toute façon, donc on n'avait pas vraiment le choix non plus. C'est important Patrice, mais non, pas le physique, mais j'ai juste oublié à la fin. On a été dans un accompagnement très important dans la phase d'étude et dans la phase de mise en œuvre. Dans la phase d'implantation, toutes les équipes étaient sur site. Et on a aussi l'engagement derrière de l'accompagnement sur le long terme, y compris dans la phase de réglage. Mais en fait, on est déjà en train de travailler sur la V2 de la nouvelle mécanisation parce qu'on a plein d'idées qui germent. On dit qu'on apprend en marchant. Clairement, depuis qu'on l'a mise en place, on a découvert plein de potentiel. On est déjà en train de penser à ce qu'on va demander pour l'année prochaine. Il faut que mon patron soit d'accord, mais on y travaille. Merci Christophe. Donc, ce qu'il faut, je pense qu'en termes d'enseignement, il est important de. Je vais faire tourner. On doit avoir un 3D de l'installation qui doit être juste derrière. Je ferai tourner. Je vous laisse le démarrer. Je ne sais pas comment ça se démarre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette continuité d'exploitation, elle est vraiment cruciale dans les entreprises qui cherchent à s'automatiser en plusieurs steps. Tout simplement parce que pendant les travaux, la vente continue. Il est extrêmement rare qu'on nous confie une cellule 100% neuve dans laquelle on va déménager des installations, des stocks, qu'on va pouvoir faire monter en cadence et en compétences rapidement. Donc l'idée est bien d'avoir des solutions les plus orientées utilisateurs, encore une fois. Et on arrive aujourd'hui à faire des choses façon chemin de fer au Far West, si vous voulez, avec 10, 20, 100, 200, 300 mètres de ligne qui démarrent progressivement et qu'on est capable de mettre en œuvre avant d'avoir... Il n'y a pas de D-Day dans les automatisations aujourd'hui où il n'y a rien qui marche, j'appuie sur un bouton, tout démarre. On arrive à faire des choses qui montent en charge assez rapidement et on arrive surtout à déployer des solutions, des modes de fonctionnement dégradés. Et je crois que c'est important de bien concevoir que est-ce qu'il va y avoir des perturbations d'activité? Évidemment. L'important, c'est de les limiter. On a réussi à faire une installation intégralement en horaire de jour. On n'a pas travaillé la nuit, on n'a pas travaillé les week-ends, à un week-end près, etc. Et on arrive à faire des choses aujourd'hui qui sont
digeste pour les entreprises, y compris si elles n'ont pas une structure managériale ou de déploiement de projet avec équipé de 20 ou 30 bonhommes. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à faire des choses extrêmement performantes et à démocratiser, c'est un peu le terme à la mode, à démocratiser l'automatisation sur ces aspects. Maxime. Et la vidéo 3D, en fait, vous montre exactement la structure dans l'entrepôt de l'entrepôt Motoblues, avec sa mezzanine, et donc ces 15 mètres carrés en déployé. Très bien. Est-ce qu'on passerait on ouvrirait le cercle des questions qu'on se pose entre nous? On l'ouvrirait la possibilité de poser des questions du côté de la salle. N'hésitez pas, que ça porte sur Motoblues, sur Boa et ses solutions. Ah mais là, tout le monde, je vois bien, regarde plutôt la mise en image. Alors, on n'est pas loin du tri, donc c'est bientôt fini. Hein. Voilà, une question. Le micro, deux questions. Le micro arrive vers vous. Hop. Bonjour. Donc, une petite question par rapport au picking. Est-ce qu'il s'est toujours fait plus près? Oui. Donc, une question par rapport au picking. Est-ce qu'il s'est toujours fait par le biais de mezzanine ou bien il y a déjà eu de la préparation de commandes en hauteur, donc du stockage de masse? Alors non, on n'est pas sur du stockage de masse. Notre solution de prélèvement dans les différents pickings, dans les différents niveaux, n'a pas changé, puisque la partie mécanisation dans les étages est restée la même. Par contre, c'est une mécanisation qui a été installée il y a 4 ans et qui est compatible avec les nouvelles solutions qui ont été installées. On ne fait pas de stockage de masse. Par contre, on a un entrepôt de débord sur lequel on va stocker une grosse partie de nos stocks, et plus particulièrement les stocks de marques propres qu'on fait importer et qu'on fait fabriquer nous-mêmes. Mais la perspective de stockage de masse, ce n'est pas inenvisageable à moyen terme sur un step suivant, sur une phase 4, sur une phase 5. La typologie de produits s'y prête pas forcément complètement. Alors dans la théorie, oui. Dans la pratique, non, puisqu'on a un autre projet en parallèle qui est le schéma directeur supply Europe de Motoblues, mais qui n'est pas encore déployé, qui n'est pas encore communiqué, mais qui aura vocation à réduire le niveau de stock de débord qu'on a dans le Nord pour servir d'autres entrepôts de distribution ailleurs en Europe. Mais j'en ai déjà trop dit. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Vous avez un staff de l'ordre de combien pour gérer en fait vos préparations à la journée? Sur la partie logistique chez Motoblues, on est sur 25-26 collaborateurs en contrat chez nous. Et on a une part de variable intérim qui va dépendre de la saisonnalité. Je dirais que sur les pics d'activité, on peut avoir une quinzaine de collaborateurs intérimaires qui viennent en renfort. Et sur des opérations commerciales très fortes, on fait également appel aux collaborateurs de l'entreprise qui se déplacent du paddock et qui viennent donner un coup de main dans l'entrepôt. Mais on compte à peu près 25 préparateurs sur la partie flux sortant. Pardon, flux entrant et flux sortant, excusez-moi. Réception comprise. Merci. Bonjour, j'avais une question moi, sur les différentes phases de conception. La solution Boa vous a permis d'économiser combien en termes d'ETP? Quelle performance ça vous a amené en termes d'ETP et de densité également? Est-ce que vous avez pu densifier les opérations justement grâce aux différentes phases de mécanisation? Alors dans notre étude, on a pour objectif, après un ramp-up qui va aller jusqu'au mois de mai l'année prochaine, de multiplier par 1,7 la productivité qu'on avait sur les opérations de préparation uniquement. Après, je parlais de la V2. En fait, la V2, c'est comment on allonge la mécanisation pour faire en sorte de traiter les flux entrants par le biais de la mécanisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne l'a pas fait dans une première phase parce qu'on est en mode apprentissage de la saturation des garde-tri, des plages horaires de travail, du volume à traiter sur la mécanisation. Mais je pense on voit déjà, on pressent déjà la capacité de la solution mécanisée à traiter tous les flux entrants qui ne viendraient pas polluer les flux sortants
sur la mécanisation. Et là, on a encore des perspectives juste extraordinaires d'optimisation de tout le flux entrepôt en optimisant la mécanisation. Et en termes de densité, du coup, en termes de surface, est-ce que vous avez pu réduire la surface en mécanisant? Quelle surface? En fait, sur les opérations de picking, de packing, est-ce que vous avez pu densifier? Non. Alors, excusez-moi, je coupe la fin de votre phrase. Pas Non, pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas touché à la partie process préparation. On a juste touché à la partie process injection automatique des caisses, base article, sortie, expédition, fermeture, réduction de hauteur, etc. etc. L'étape suivante, par contre, ne sera pas forcément en lien avec la mécanisation. C'est une réflexion, et c'était sympa de faire le tour du salon tout à l'heure en amont, c'est une réflexion sur la manière d'optimiser le rangement et le stockage des produits dans l'entrepôt, même si aujourd'hui on est sur du rangement complètement libre pour les collaborateurs, par univers de famille. On plaisante souvent en disant qu'Amazon a copié sur nous, mais on a le même système de rangement qu'Amazon. C'est-à-dire qu'on vient optimiser les espaces vides les plus proches des garde-tri. On a quand même, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une piste importante pour réduire les déplacements des collaborateurs et donc améliorer l'efficience opérationnelle des piqueurs dans les étages. Mais j'en suis pas. Enfin, c'est un autre projet qu'on va initier dans le courant du mois de janvier, très probablement associé à de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre sur le sujet. Mais c'était pas en lien avec le projet mécanisation. Le projet, c'était vraiment le lancement automatique, la base article, la réduction des postes à pénibilité, la fermeture automatique pour augmenter notre capacitif au quotidien. C'est-à-dire le levier de motivation était le capacitif avant toute chose. L'objectif, la feuille de route n'était pas gagner 10 ETP sur l'entrepôt, c'était rendez-nous un capacitif qui nous permette de doubler nos volumes sans avoir à doubler l'effectif. Ouais. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour, Emmanuel de Supply Connect. Est-ce qu'il y avait un sujet avec le WMS en termes de pilotage? Ça a été quelque chose de compliqué à intégrer? C'était complètement dissocié? Ou ça a fait l'objet de quelques ateliers quand même? Alors, je dirais pas compliqué, bien que le périmètre informatique, c'est toujours un périmètre qui pose des questions. Oui, il y a de l'évolution des process WMS et des solutions WMS chez nous, puisqu'on a changé la communication avec les solutions BOA. On a également, là où avant on était simplement sur de l'information simple de convoyage avec BOA, aujourd'hui on veut utiliser la solution BOA Drive qui va nous permettre de piloter un certain nombre de curseurs directement sur nos écrans, c'est-à-dire la saturation des garde-tri, les taux de remplissage de nos caisses multi, de piloter en direct la ligne sur les zones qui potentiellement poseraient problème sur un capteur ou de tables de transfert qui nécessitent d'être démarrées à distance. Il y a eu pas mal de développement informatique, parce qu'en gros, on peut simplement considérer, c'était notre approche de dire, on coupe tous les flux existants et on recrée des nouveaux flux, parce que c'était une opportunité de changer une partie de nos process et d'intégrer des attentes qu'on avait depuis un certain temps, et on ne se donnait pas les moyens de déployer ces attentes. Donc oui, il y a énormément il y a un travail non négligeable de la partie des équipes informatiques Motoblues et des équipes informatiques BOA. Si le projet était à refaire, je pense que j'intégrerais les équipes informatiques beaucoup plus tôt dans le projet. On apprend aussi de ces situations qui ont dû faire pas mal de développement un petit peu à l'arrache pour répondre aux besoins. Et aujourd'hui, quand on est en situation de stabilisation, on a encore 2-3 gros développements qu'on a mis de côté, qu'on va planifier dans les semaines qui viennent, mais qu'on n'a pas pu déployer au moment où on le voulait. Ces solutions n'ont qu'un effet efficience nous permettant d'accompagner le ramp-up. C'est en aucun cas des solutions bloquantes pour les opérations. Mais oui, il faut les impliquer le plus tôt possible dans le projet pour qu'ils prennent la mesure des développements qu'il va y avoir à faire et qu'ils s'approprient également les process opérationnels. On ne peut pas avoir une équipe IT qui reste dans son périmètre IT et une équipe opérationnelle qui ne se soucie pas de la solution informatique. C'est vraiment un travail d'équipe au global. Il faut intégrer tout le monde le plus tôt possible. Mais c'est une vraie question d'expert, parce que les systèmes automatisés vont embarquer leur WCS, je m'adresse un peu aux initiés, et en fait, dans la posture des déploiements de ce type de projet, on vient en substitution ou en complément du client sur ses process WMS. Alors j'essaie de le vulgariser, mais
On a des clients qui profitent de l'automatisation pour faire bouger leur process interne. Motoblues en a profité aussi pour faire du déploiement, donc consommation en interne. Et on a fait remonter côté client des briques de WMS qui ne sont pas le natif de ce qu'on est censé proposer en solution. Et dans un entrepôt comme celui de Motoblues, on va gérer le lancement automatique, le précolisage, l'ordonnancement des commandes, qui sont des briques WMS et pas des briques WCS. Donc en fait, dans notre ADN, Boa Concept, nous sommes des informaticiens qui avons développé une solution automatisée. On vient créer les briques WMS qui nous permettent d'avoir une solution automatisée efficace. Parce qu'une solution de lancement auto, si vous n'avez pas un algorithme de précolisage et que vous ne faites pas du lancement, elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas. Par contre, si vous demandez au client de le faire, s'il a un WMS de marché ou une informatique maison qui est outillée pour développer ses briques, très bien, c'est le client qui le fait, on devient esclave d'un mode de fonctionnement. Si le client n'est pas outillé, on sait développer ces briques-là pour venir en substitution, parce que la quintessence des modèles automatisés, elle se joue dans l'interaction entre ces deux systèmes d'information. C'est toujours là que ça se joue. WMS, WCS, leur rôle par rapport au volet matériel, il n'y a pas besoin d'être expert. Il fallait assister à la table ronde de midi à midi 45 qui portait justement sur ces sujets. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci à vous en tout cas pour votre participation. Merci Christophe encore une fois. Ça m'a peut-être dégagé. Merci de l'invitation. Moi, en conclusion, je dirais juste que ça fait 25 ans que je suis en logistique et en supply. Je ne sais pas si je vous ai partagé dans les restitutions le plaisir que j'ai eu à piloter un tel projet, mais je peux vous assurer que les 12 derniers mois, ça a juste été du plaisir, tant dans les itérations que dans la mise en œuvre du projet. Et c'est la raison pour laquelle on est déjà en train de travailler la V2 avec les yeux qui brillent en se disant mais c'est monstrueux le capacitif qu'on va se donner pour accompagner la croissance. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci. Peut-être que du côté de Boa, vous pouvez peut-être rappeler votre numéro de stand. On a un stand dont je ne me rappelle pas le numéro. C'est 10. C'est ça ? C'est 31. 31. Ouais, je me suis trompé de pas beaucoup. Donc c'est 31 à votre disposition évidemment pour échanger sur des projets ou de manière plus libre sur votre perception de ces différentes solutions. Merci à vous encore une fois. Merci à vous. Merci.